Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une date pour l'histoire européenne qui se joue donc ce 24 février 2022 avec un conflit majeur qu'on n'a plus vu depuis des générations sur le continent européen et une offensive militaire russe sans précédent sur le territoire ukrainien. Évidemment, cette situation a et aura des conséquences multiples. On va se focaliser sur les dimensions qui nous intéressent dans cette émission. Bien sûr, la dimension économique, la dimension financière, la dimension monétaire également, puisqu'on a appris il y a quelques heures à peine que la Banque Centrale Européenne, qui a déjà communiqué ce matin indiquant qu'elle était très vigilante, évidemment, face à cette situation, Christine Lagarde donc s'exprimera demain pour une conférence de presse extraordinaire sur la situation entre le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Voilà donc pour les sujets qui sont évidemment à la une séance d'aversion au risque maximal, à commencer par les actifs russes qui se sont complètement effondrés, des baisses de 30-40% sur la bourse de Moscou. Les obligations russes se sont également effondrées, le rouble s'est effondré à un plus bas historique, et puis des répercussions très significatives également sur nos marchés. Alors par ordre d'importance, les marchés européens sont plus affectés que les marchés américains, sur la partie action notamment, et sur la partie énergétique qui est la question clé, la question cruciale. Quels seront les prix de l'énergie en moyenne sur les prochains mois? C'est une grande inconnue, effectivement, notamment pour le scénario macroéconomique. Les prix du pétrole à 3 chiffres, c'est déjà un symbole fort. Est-ce qu'on peut imaginer pire encore? C'est une question qu'on posera évidemment dans un instant à un spécialiste des questions pétrolières, Alexandre Handlower, qui sera avec nous par téléphone, et puis débat, discussion avec nos invités de Planète Marché à suivre dans un instant. Et nous trouverons quand même le temps de s'intéresser à la finance solidaire. Ce sera le thème du dernier quart d'heure de Smart Bourse à partir de 17h45. Notre rendez-vous mensuel avec le fondateur de Mediatico, Frédéric Villot, qui sera avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure thématique. Séance de stress majeure donc sur l'ensemble des marchés financiers et les marchés européens, notamment avec des baisses de quasiment 4% pour les indices actions. Ce soir en fin de séance, les infos clés, le résumé de cette journée avec Alix Nguyen. Du rouge vif pour l'ensemble des places boursières, l'offensive russe entraînant le CAC en zone de correction après un recul de plus de 12% par rapport au pic du 5 janvier. Pour l'heure, Wall Street n'échappe pas à la chute générale des marchés. Globalement, on se détourne des actifs à risque au profit de l'or, du pétrole et des emprunts d'État. Ce soir, à l'occasion d'un sommet convoqué en urgence, les dirigeants de l'Union européenne se réuniront afin de convenir de nouvelles sanctions massives et ciblées contre la Russie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est exprimée au travers d'un communiqué indiquant que ces nouvelles sanctions cibleraient des secteurs stratégiques de l'économie russe et d'ajouter, en outre, nous gèlerons les avoirs russes dans l'Union européenne et bloquerons l'accès des banques russes aux marchés financiers européens. Plus tôt dans la matinée, Joe Biden convoquait une réunion du Conseil de sécurité nationale afin de discuter des derniers développements en Ukraine. Il doit par ailleurs prononcer un discours dans l'après-midi. 4 composantes du CAC subissent particulièrement la situation. Il s'agit de Renault, ST Microelectronics, Société Générale et BNP Paribas. Renault est l'entreprise la plus exposée à la Russie. Il s'agit plus précisément de son deuxième marché via le constructeur automobile Avtovaz qu'il contrôle via une coentreprise. Les banques sont elles aussi particulièrement sensibles à toute forme de dégradation des relations avec Moscou. Si depuis l'annexion de la Crimée, celles-ci ont fortement réduit leur exposition au pays et si de nombreuses clauses figurent désormais dans les contrats qui les lient, les banques vont se trouver contraintes d'appliquer les nouvelles mesures internationales contre la Russie. Société Générale chute, BNP Paribas et Crédit Agricole aussi. Autres grandes industrielles affectées, Alstom qui détient 20% du groupe ferroviaire local TMH International dégringole, Saint-Gobain et Schneider Electric suivent le mouvement. Dans ce contexte, la plus forte hausse du CAC symbolique revient au groupe d'électronique de défense Thales. Hors indice phare, Dassault Aviation est aussi en hausse. Et puis donc, les cours du pétrole s'envolent à des plus hauts. Pour rappel, le Brent a franchi pour la première fois depuis 2014 le cap des $100. Alix Nguyen avec nous chaque jour à 12h30 et 17h pour Tendance, mon ami, dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Gilles Bazissian nous accompagne également. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes le président d'Equity GPS et Sébastien Paris-Sorvitz avec nous également ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Question clé autour de l'énergie et pour cela nous appelons Alexandre Andlauer qui est avec nous par téléphone, analyste pétrole chez Kepler. Alexandre, bonjour et bienvenue. Merci de nous éclairer sur la question pétrolière. Le pire n'est jamais certain, a-t-on coutume de dire. Le pire est parfois possible, nous rappellent les dernières heures en l'occurrence. Quand vous regardez la dynamique des prix sur l'énergie et le pétrole en particulier, Alexandre, qu'est-ce que le marché intègre à ce stade et surtout qu'est-ce que le marché n'intègre pas encore des risques possibles devant nous? Bonsoir. Alors, je vais commencer par ce qu'il n'intègre pas. Il n'intègre pas beaucoup de perturbations pétrolières de la Russie. Je rappelle que la Russie est, selon les mois, le deuxième plus grand producteur de pétrole au monde. Ils exportent plus de 5 millions de barils par jour et qu'aujourd'hui, on n'a pas un seul pays, ou même l'OPEP ou les États-Unis, qui seraient en capacité de mettre 5 millions de barils sur le marché. Donc la hausse qu'on a eue aujourd'hui sur les prix du pétrole et qu'on a d'ailleurs depuis quelques jours, elle intègre une prime de risque géopolitique, mais en aucun cas, vraiment, on intègre une possible baisse des exportations ou la production russe. Parce que dans le marché pétrolier dans lequel on est, c'est-à-dire avec peu de capacité, des stocks au plus bas depuis 2004, une forte demande, les prix pourraient littéralement s'envoler si Poutine décidait de jouer avec son pétrole. Derrière ceci, Alexandre, il y a une probabilité importante, c'est une menace sérieuse. En clair, qui aurait le plus de coups à prendre dans cette histoire? Parce que la Russie, Moscou, dépend aussi quand même énormément des recettes pétrolières. Il n'y aurait que des perdants. Il n'y aurait que des perdants parce qu'en fait, les hausses de prix créent évidemment potentiellement derrière une baisse de la demande que personne ne veut. Donc c'est un scénario qu'on ne peut pas écarter, mais qui n'est pas le scénario privilégié. Mais je tiens quand même à préciser qu'on a eu des baisses d'exportation au niveau du gaz. Et c'est sur le gaz aujourd'hui qui a beaucoup de peur. Les prix du gaz en Europe montent de plus de 50%. Donc c'est pas impossible non plus qu'à un moment, Poutine, qui aime beaucoup les rapports de force, commence à faire peur, surtout aux États-Unis. Je rappelle quand même que c'est le premier consommateur de pétrole au monde. Ils ont du pétrole de schiste, mais ce n'est pas suffisant par rapport à leur consommation. Donc, si Poutine veut vraiment faire peur, on est loin encore d'avoir vu des prix qui seraient cohérents avec ce type de stratégie. C'est ce que vous dites, Alexandre. C'est ça, un baril à $35, ça n'inclut pas une baisse des exportations ou la production de la Russie. Donc on pourrait littéralement aller beaucoup plus haut si Poutine commençait à faire peur sur cette thématique. Merci beaucoup Alexandre, merci pour cette introduction qui va nous permettre de poursuivre la discussion en plateau. Alexandre Andlauer qui est avec nous par téléphone, analyste pétrole chez Kepler. Donc nos invités en plateau. Sébastien, si vous voulez commencer, et notamment sur la question énergétique, la situation géopolitique en toile de fond, bien sûr. Oui, avant de parler de guerre, et je pense qu'ici, il n'y a personne qui est spécialiste des affaires militaires, effectivement, on essaye de voir quelles sont les conséquences. Et comme Alexandre le rappelait, c'est vrai que la courroie de transmission du pétrole, de l'énergie, notamment pour l'Europe, mais pour le monde, parce que l'équilibre énergétique serait modifié si le deuxième ou troisième producteur mondial venait à jouer sur cette arme, ou en tous les cas, si des contraintes à l'approvisionnement de l'Europe, notamment avec de l'énergie russe, venaient mises à mal. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Le prix du pétrole s'envolerait, comme le dit Alexandre. On est à $100, on pourrait aller très haut. On a touché, rappelez-vous, c'est $150 ou proche de $150 en 2008. On pourrait aller peut-être encore plus haut parce qu'on n'a pas les fameux 5 millions de barils dont parlait Alexandre. Ils n'existent pas. On pourrait rajouter l'Iran si jamais on va plus vite. 800 000 barils. Voilà, c'est 800 000 millions. On peut aller jusqu'à 1 million d'après les spécialistes. Donc, ça, c'est pas le bon substitut. Donc, on irait plus haut. Mais qu'est-ce qui se passerait? Ce qui est important, c'est de voir que cette hausse entraînerait sûrement une récession mondiale. Et une autre thématique qui changerait,
vrai, c'est le regard qu'on porte sur les banques centrales. Donc il faudrait accommoder cette hausse des prix. Et paradoxalement, les gens ne le comprendraient pas beaucoup. Dans une période où déjà l'inflation est élevée, on aurait plus d'inflation. Mais la façon dont la lecture des banques centrales, ça sera de voir ça comme un choc récessionniste. Il faut accommoder ce choc. Et donc, tout ce qu'on s'est dit sur plusieurs mois maintenant qu'il fallait normaliser la politique monétaire, ça n'arrivera pas. Donc, c'est un élément de soulagement, mais ça aurait du mal à compenser ce choc récessif qui va rogner le pouvoir d'achat des ménages, va rogner le pouvoir d'achat des entreprises. Donc, on se retrouverait dans un choc presque déflationniste à terme, avec l'espoir que ceci se règle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la demande va beaucoup baisser dans ce scénario-là. Donc on n'aurait, par exemple, pas autant besoin du pétrole russe, mais on se retrouverait dans une situation d'une croissance potentielle amoindrie. Donc le scénario est rien qu'en prenant par cette partie et le petit oui, coup de la il y a un risque de rupture dans le scénario macroéconomique très fort. Complètement. Ah ouais. Et donc, après, il y a d'autres dimensions. C'est-à-dire les dimensions politiques, elles sont difficiles à mesurer. Vous le rappeliez, Grégoire, au départ, c'est quelque chose d'inédit. Depuis, on a vécu la guerre froide, on a vécu après la guerre avec des frontières qui n'ont pas beaucoup bougé. On a fait bouger quelques-unes dans tout... à l'Est, on a pas mal de frontières qui ont bougé. Il y a la Crimée qui a déjà été annexée. Il y a une partie de la Géorgie qui a été annexée déjà. Mais là, tout à coup, on a un vrai changement de domination russe et avec des tensions qu'on n'avait pas. Et donc, on crée un climat anxiogène et dangereux en Europe qui aura aussi un impact économique. Quand les gens ont peur, ils consomment moins, ils ont l'activité en général va moins vite. Et tous ces investissements qu'on a faits en croyant que notre partenaire russe était un partenaire fiable, voilà, vous parliez de Renault, des grandes entreprises françaises. Les banques s'étaient désengagées en partie, mais pas complètement. Les banques autrichiennes restent très exposées en Russie ou à l'Ukraine. Donc, non, on se retrouve dans un cadre macro et de sentiments qui n'est pas très porteur pour la croissance, en tous les cas. Et sur la question énergétique, au-delà du spike et je ne sais pas, jusqu'où les prix du pétrole peuvent monter, la question clé à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui, c'est quel sera le prix moyen de l'énergie, du coût d'approvisionnement énergétique pour l'Europe sur 3, 6, 9 mois devant nous. On ne peut pas dire, mais ça commence, Grégoire, le premier problème qu'on a en Europe, c'est on a créé ce problème nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on est en train, comme beaucoup de pays, on est dans une transition énergétique. Et on a fait ce pari, l'Allemagne en particulier a fait ce pari, que quand il a abandonné le nucléaire, il est passé au charbon. Et l'idée, c'était de remplacer le charbon par ce qu'on appelle l'énergie de transition, qui est le gaz, de façon à produire de l'électricité. Il se trouve que la façon dont ce mécanisme ou ce processus a été pensé était de dépendre de la Russie. Et les Américains, ils ont sûrement, en défendant leurs propres intérêts pour nous vendre du gaz liquéfié venant des États-Unis, disaient non, il ne faut pas faire ça. Mais du point de vue stratégique, là, du coup, ils avaient raison. Et là, nous, on se retrouve dans cette situation où comment on peut changer ces paris ? Comment on peut les changer ? Et comme vous le dites, c'est pas immédiat, c'est pas 6 mois, c'est des années pour... Si on veut les changer, et ça prendra forcément des années. Et surtout que, encore une fois, on est en transition énergétique et on s'est dit qu'on allait investir dans les énergies renouvelables et que finalement, on allait arrêter tout ce qui était fossile. Donc, tous ces pays qui vendent de l'énergie fossile allaient plus ou moins avoir du mal. Mais c'est pas immédiat. On voit bien que c'est beaucoup plus lent que ça. Et donc, la Russie reste incontournable. Bon, Gilles, commentaire très libre sur la situation, quelles sont les dimensions là, qui vous intéressent. Voilà, on réfléchit en tant que participant de marché, investisseur, etc. Sûr, nous, on suit beaucoup parmi les facteurs externes pour apprécier l'évolution ultérieure des marchés actions. Un ratio qui est le ratio dépenses de pétrole dans le monde divisé par le PNB mondial depuis 1974. Et on a une moyenne, et puis quand on arrive à une moyenne plus une standard deviation, à partir de là, on observe que les performances ultérieures des marchés actions sont moins bonnes que quand le ratio dépenses de pétrole divisé par PNB mondial sont soit normales, soit encore mieux,
à la moyenne, moins une standard deviation, ce qui était le cas récemment encore, quand on a fait brièvement atteint un cours négatif ponctuel sur une anomalie de futur pétrolier il y a 2 ans. Donc l'idée, c'est quel est le coût pétrolier de ma croissance, quoi, c'est ça? C'est ça, mais tout simplement parce que quel est pour le coût pétrolier que j'engage pour un point de croissance? C'est ça. Pour le MSCI World, c'est les sociétés cotées, c'est très largement une économie consommatrice de pétrole. Les hausses de prix du pétrole correspondent un peu à des taxes sur le pouvoir d'achat, à des taxes sur le PNL de la plupart des entreprises, et également des recettes en moins pour beaucoup d'États qui sont obligés d'alléger les taxes pour amortir le choc pour les ménages notamment qui consomment. Donc ça, c'est un premier facteur qui est négatif. Et ça, c'était avant même ce qui vient de se passer. Il faut bien voir qu'on est passé de 30 à 90 et on est à ces niveaux dangereux à $90 et pas à 100. Donc là, on vient de les dépasser et c'est vraiment un vent de face. On partait déjà de niveaux dangereux avant l'éclatement de la crise. Qui représentait un vent de face, objectivement, quoi. Le deuxième élément qui représente un vent de face, c'est bien sûr cette espèce de pic inflationniste qu'on ne sait pas trop comment apprécier, même si c'est sans doute plus un choc supply side que de la demande. Mais combien de temps les banques centrales pourront-elles ne pas réagir et quelle trajectoire faut-il anticiper à la baisse des prix de l'inflation? Probable, mais jamais certain, et de remontée, ou en tout cas d'allègement du QE, enfin de restreinte, pardon, sur le QE, de restreinte aussi sur la stimulation fiscale. Et donc tout ça, c'est quand même négatif. On a moins de déficit budgétaire, moins de QE, voire pas plus de QE en mars, et peut-être du QT. Donc, on verra. On verra. Mais oui, c'est ce qu'on avait en tête, effectivement, il y a quelques jours. Voilà. Donc tout ça, c'est très compliqué. Ça augmente, pour les banques centrales, ça augmente les risques, soit de policy error, soit d'appréciation par la majorité des intervenants des marchés qu'on est en policy error. Parce que policy error, de ne pas être en policy error, ça voudrait dire qu'on connaît parfaitement l'avenir. Donc c'est impossible. Vous dites la Banque centrale ne peut pas avoir raison contre les marchés. Les banques centrales, elles ont besoin de temps long. Or, on est dans un environnement qui bouge. Donc ça, c'est un deuxième négatif, augmentation de l'incertitude. Troisième négatif, là où c'était taux long, ils sont passés de 0,5 à 2 aux États-Unis en 2 ans. Et donc tout ça, ce sont des vents de face sur les marchés et qui ne nous faisaient pas attendre un très beau début d'année de façon générale. Je voudrais ajouter une chose en termes, cette fois, boursiers et d'allocation d'actifs sectoriels. Vous pouvez témoigner que ça fait plus d'1 an que le secteur de l'énergie a le rating equity GPS le plus élevé de tous les secteurs dans le monde. Aujourd'hui, toujours, enfin hier, c'était 9,9 sur 10. Le seul secteur en bull market en termes de sentiment de marché mondial. Et parmi les valeurs qui me paraissent très intéressantes, ce sont les Norvégiennes qui font du pétrole, du gaz. A priori, la Norvège fait partie de l'OTAN. Et c'est un environnement extraordinairement stable d'un point de vue réglementaire, financier. Triple A, des pays triple A. Triple A+. Triple A+. Je ne savais même pas que ça existait encore. Et donc, il y a deux valeurs qui, en plus, ont d'excellents ratings equity GPS aujourd'hui. C'est Aker BP, d'une part, et Lundin Petroleum, d'autre part. Lundin Petroleum qui vient d'apporter à Aker son activité gaz et pétrole sur le plateau continental norvégien. Et la Norvège est le deuxième supplier de gaz en Europe. Bon. C'était déjà dans les tuyaux, mais oui, ça a la confirmation que ça devient un thème séculaire. Le thème énergétique au sens large devient un thème séculaire. Et d'un point de vue boursier, dans les portefeuilles, c'est des valeurs qui ont des durations très faibles, des rendements très élevés. Donc ils sont recherchés dans un contexte de hausse tendancielle des taux longs, enfin jusqu'ici en tout cas. Et en plus de ça, elles ont un bêta qui est parfois négatif. Donc c'est vraiment des lestes dans un portefeuille. Et donc les investisseurs ont été amenés au fur et à mesure à en acheter un petit peu plus, à pondérer de plus en plus dans leur portefeuille, à partir d'un niveau très bas, parce que ces valeurs avaient été
je dirais allégé pour des raisons d'ESG, de climat, etc. C'était pas à la mode. Sauf que les Norvégiennes sont les meilleures dans leur secteur en la matière, en relatif. C'est des très 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 bons. Ils vont converger très facilement, ils sont en avance sur une convergence par rapport aux accords de Paris d'ici 2050. Ils communiquent très efficacement en la matière. Ils sont réellement très bons en la matière. Il n'y a pas de raison que la repondération ne continue pas. Et l'effet habituel sur les marchés, c'est que quand on part d'une situation où beaucoup sont sous-pondérés, quand le secteur monte, pour maintenir sa sous-pondération, il faut quand même en acheter, ne serait-ce que pour la maintenir, avant de l'annuler et avant même de parler de sous-pondération éventuelle. Donc c'est des mouvements très longs. Et c'est encore, à mon avis, on est encore au milieu de ce mouvement-là, avant même ce qui vient de se passer, les événements dramatiques, dont il faut regretter bien sûr le côté dramatique, les morts, les blessés et les choqués, sans doute pour la vie dans certains cas. Je nous ramène alors au mouvement de marché un peu plus immédiat, Valérie, si vous voulez bien. Le pire n'est jamais certain. C'est vrai que c'est un axiome très répandu sur les marchés. Parfois, il y a quand même des événements qui se produisent et auxquels on n'est pas prêt. Donc c'est assez brutal, évidemment, depuis 24 heures. De manière assez immédiate, en termes de dynamique de marché, qu'est-ce qui vous retenez des mouvements du moment, là, sur l'ensemble des grands marchés financiers que vous pouvez suivre? Quel niveau de stress, quel niveau de panique? Est-ce qu'on a des éléments de référence auxquels on peut se raccrocher quand on regarde la dynamique des prix, justement? D'abord, il faut voir. D'abord, il y a des choses que, personnellement, je trouve assez intéressantes. C'est qu'on n'a pour le moment aucun changement de tendance nulle part. Enfin, sauf pour ceux qui n'avaient pas compris que les marchés actions étaient déjà devenus baissiers, mais pas faute de l'avoir dit. Donc, oublions un petit instant ce problème des actions. Mais le pétrole, oui, il montait déjà. On peut même pas vraiment dire qu'il monte beaucoup plus vite. Non. Il continue à monter à un rythme soutenu, très clairement. Sans doute qu'on aura un prix moyen au-dessus de $90 sur le premier semestre. Ça paraît tout à fait raisonnable d'avoir ce type de projection au vu de la dynamique en cours. L'or aussi est en train de se reprendre tranquillement. Tout ce qui est taux d'intérêt, ça n'a pas encore donné de signal de retournement. Donc ça, c'est justement quelque chose qui est très intéressant. 10 ans américain est à 1,95. Parce que ça veut dire que ce basculement sur la situation est grave et elle... je ne parle pas bien sûr du côté humain où oui, elle est grave, la question ne se pose pas. Je parle vraiment au niveau des conséquences macroéconomiques. Si on avait une majorité d'investisseurs qui avaient rejoint le scénario que vous souligniez tout à l'heure, à savoir... tout cela va nous précipiter dans une récession. Eh bien, on devrait avoir des marchés obligataires qui auraient beaucoup plus monté. Or, on a vu jusqu'à présent qu'à chaque fois qu'il y a une tentative de reprise, elle est très très vite écrasée. Et finalement, les retours baissiers sont très forts. En intraday, donc c'est très fort en intraday. Bon. Mais quand même, ça veut dire que les gens ne sont pas encore convaincus. Et pourquoi ne sont-ils pas convaincus? Parce qu'en fait, on ne connaît pas quelles sont les mesures qui vont être prises. Parce que c'est du je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est bien de dire que la Russie va faire monter les prix du pétrole, mais s'ils n'ont plus les ressources du pétrole, ils sont morts. Donc déjà qu'ils n'ont pas grand-chose, ils vont pas se couper l'herbe sur le pied. Enfin, c'est pas facile pour eux non plus de se couper l'herbe sous le pied. Donc c'est compliqué ce jeu de sanctions de part et d'autre. C'est compliqué pour tout le monde. Donc pour le moment, les marchés se disent finalement, on a beaucoup de discours. Ça fait 15 jours qu'on entend dire qu'il va y avoir... Enfin, 15 jours, je me trompe peut-être, mais qu'il va y avoir des mesures de rétorsion très fortes qui vont être prises. Et on se dit que peut-être que c'est de la grande gueule et que c'est parce qu'on n'a que des mots qu'on se gargarise de mots. Donc on attend de voir. Voilà. Ce qui compte donc à surveiller, c'est... Mais le marché n'a pas fait de choix aujourd'hui. Le marché n'a pas décidé de changer d'idée, de scénario principal. Exactement. Voilà, c'est pas encore fait. Alors, ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'avec ça, les actions baissent aussi fortement. Mais en fait...
Sur les marchés actions, on était arrivé dans une situation, pour moi, qui était de toute façon beaucoup trop exagérée, dans laquelle, très clairement, on avait, notamment sur les marchés américains et sur le S&P, un niveau de complaisance, mais alors, sincèrement, c'est phénoménal. C'est absolument phénoménal. La dernière fois où j'ai mis à jour mes indicateurs un petit peu longs, etc., j'ai pris peur quand j'ai vu, les résultats. Cette complaisance que vous avez observée, elle date de quand, Valérie ? Ça s'est construit au cours depuis fin janvier, sur les 3-4 dernières semaines. Mais sur les 3-4 dernières semaines... Parce qu'on a quand même déjà des baisses substantielles sur les indices américains. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer aujourd'hui. Bon, mais non, mais on avait déjà des baisses de quasiment 10% avant le déclenchement de la crise russe, ukrainienne. Moi, j'écoute de temps en temps votre émission. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus qui se sont dit « buy the dip, buy the dip ». Les gens ont fait « buy the dip ». Alors, buy the dip, ça veut dire d'acheter les baisses, d'acheter les replis. J'aime pas à 10%, c'était un niveau d'intervention déjà pour beaucoup d'opérateurs. Mais c'est vrai, je comprends que les gens aient vu cela comme des niveaux d'intervention parce que si on n'analyse pas le sentiment de marché, on était sur des niveaux qui étaient des niveaux importants, on était sur des niveaux de support. Mais bon... un support et une résistance, moi je suis désolée, mais c'est pas ça qui retourne en marché. Enfin, ce qui compte, ce sont les tendances sur les marchés. Et les tendances, elles connaissent 3 états. Enfin 2 états. On appelle ça l'état d'impulsivité ou alors l'état correctif. L'impulsivité, c'est en fait les moments où il y a de la puissance directionnelle. Ça peut être à la hausse ou ça peut être à la baisse. Et quand on est dans ces périodes-là, en fait, on n'a jamais de consensus de marché. Il y a toujours du doute. La partie fondamentale n'est pas encore en lien avec la dynamique de prix. Et quand on commence à voir le fondamental qui vient se coller au prix et qu'en plus, après, on a les outils, enfin les mesures de marché qui viennent montrer que il n'y a pas que les discours qui deviennent haussiers, mais que les positions qui ont été prises par les gens sont non seulement des positions haussières, mais qu'ils sont moins couverts face au risque. Là, on sait que la tendance n'est plus haussière. On entre en phase de correction. Et donc, bien entendu, quand on est dans cette phase de correction, les mauvaises nouvelles, elles font mal parce que les gens ne sont pas suffisamment couverts. Et c'est l'état dans lequel on se trouve aux États-Unis. C'est moins marqué en Europe. C'est moins marqué sur le Nasdaq, mais sur le S&P 500, c'est vraiment extrêmement prononcé. Et voilà, quoi. Enfin, je veux dire, ça aurait été autre chose, qui aurait mis le feu aux poudres. Peut-être pas aujourd'hui, hier, ça aurait été dans une semaine ou dans 2 jours, peu importe. Mais ce qui doit se produire, se produit. Donc, ce conflit russo-ukrainien met le feu aux poudres, mais tout était prêt pour que, sur les marchés, on ait ces conséquences. Vous écrivez... Elles sont durables. Oui. Allez-y, finissez. Est-ce qu'elles sont durables ? Effectivement, ce matin, j'ai écrit que je pensais que c'était un petit peu tôt pour se prononcer. Parce que justement, je ne vois pas encore de changement sur les marchés obligataires. Et que... il faut quand même du temps pour que le marché se couvre de façon suffisamment substantielle pour qu'il n'ait plus besoin de vendre des actions quand ça va mal. Et je pense que c'est un petit peu trop tôt. En général, ça prend un petit peu plus de temps de stabiliser une baisse, mais c'est pas... Si on a un rebond, ça ne sera pas un rebond durable, ce ne sera pas la fin, ce sera un rebond intermédiaire avant une reprise, avant une nouvelle correction. Marché obligataire égale banque centrale, bien sûr. De ce point de vue-là, est-ce qu'il y a... On avait le sentiment que la BCE était en train de reconverger un peu vers la réserve fédérale américaine, un peu en mode passager clandestin, mais on se raccroche quand même au wagon de la Fed. Est-ce que là, on peut à nouveau imaginer une situation de divergence forte avec, encore une fois, on l'a décrit tout à l'heure, un risque macroéconomique sur l'Europe qui n'est pas tout à fait le même peut-être que sur les États-Unis, avec notre dépendance au gaz, au pétrole russe, etc. Est-ce que là, il peut y avoir 2 histoires divergentes ? Encore une fois, les taux américains restent très fermes, 1,95 sur le 10 ans américain. Si on commence par les États-Unis, je pense qu'il y a vraiment une différence. D'abord, les Américains, ils pensent qu'ils sont loin.
Oui. Ce n'est pas un détail. Et donc, les dynamiques qu'on peut voir aux États-Unis ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que la contrainte énergétique des Américains, même si le gaz de schiste et le pétrole de schiste n'est pas revenu au niveau où il était avant, pour des raisons simplement financières. Il y a une contrainte sur les producteurs. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas investir aussi simplement qu'avant. Et donc, quand vous regardez le nombre de puits ouverts, ils sont trop faibles là, pour produire la même quantité qu'ils produisaient avant la crise. Donc, ils ont raison, ils ont cette indépendance énergétique. Il n'empêche que tous les prix se parlent. Donc, le prix du pétrole, quand il va monter aux États-Unis aussi. Donc, ça sera un coût. Donc, ça sera intégré par la Fed. Mais c'est vrai qu'il est possible que la Fed continue dans sa logique, mais je ne vois pas... Je crois qu'il y a un élément de dynamique qui est quand même très important. Il y a des chocs de ce type, une guerre, une intervention, des attentats, mais qui sont des choses ponctuelles et on se pose toujours la question, est-ce que vraiment l'économie a été changée ? Quand il y a un attentat, on sait que ce n'est pas le cas. Ici, le problème, c'est qu'on se pose une question, vous le disiez dans vos préliminaires, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer. La structure de ou s'accélérer, en tout cas. Ou s'accélérer, une dynamique européenne, ou une prise de conscience de ce que beaucoup disaient, d'un changement des rapports de force en Europe. Il faudra que les Européens fassent quelque chose pour leur transition énergétique. Donc, il y a ce facteur, mais il est majeur quand même. Il est majeur. Le futur sans énergie, on ne sait pas faire, nous. Donc, il nous faut ça. Mais il y a d'autres éléments qui vont se mettre en route. Donc, cette dynamique est importante. Cette incertitude qui peut durer, dans ce choc-là, je pense que participe à ce qui était dit sur la dynamique des marchés. Mais je crois que vraiment la dynamique des marchés va être perturbée parce que jusqu'à maintenant, on a vécu 2 ans extraordinaires ou 2 ans et demi extraordinaires, on a fait des choses extraordinaires. C'est-à-dire que là, on a un choc extraordinaire et ce qu'on a fait pendant 2 ans était tout aussi extraordinaire. Et donc, une partie de ce sentiment d'invulnérabilité du marché était liée à cette liquidité où quiconque a un put éternel, comme on dit. Et c'était quelque chose, une force qui a disparu tout à coup. Certains ne se sont pas aperçus et elle a disparu. Il n'empêche que la disparition, certes, elle est présente dans les esprits, mais elle ne fait pas très mal, parce que des taux à 2%, quand l'inflation elle est à 4, 5, et les entreprises disent moi je monte mes prix, donc est-ce que ça fait vraiment mal sur le bilan quand je paye, c'est vrai les spreads ont pas mal augmenté, c'est un autre marché qui souffre aujourd'hui, donc pour l'instant ça ne fait pas très mal, mais la dynamique était là. Est-ce que les banques centrales, et moi je pense que si le paradigme des banques centrales, c'est la façon économique dont on regarde un choc de ce type sur le pétrole, même si aujourd'hui ça monte un peu, mais ce n'est pas l'horreur, mais si c'est plus, je pense que les banques centrales ne peuvent plus monter leur taux, c'est plus possible. Elles ne peuvent plus. C'est un choc récessionniste et il faut changer de logiciel. Et je pense que les marchés, les arbitrages se feront à l'intérieur, comme c'est le cas déjà. C'est déjà le cas, on voit que sur le marché, il y a tout ce qui est trop valorisé ou était trop valorisé qui a souffert de façon terrible. Les small caps ont été massacrés aux États-Unis à cause de ça. Évidemment, même les très grosses capis technologiques ont été... Donc, il y a eu des transformations. L'énergie est un secteur bizarre aujourd'hui, bizarre parce que en France, en Europe, vous tournez partout et on vous dit ah mais non, moi du pétrole c'est fini. Donc et c'est un problème parce qu'il faut bien que quelqu'un finance à ces transitions ou du gaz même. Donc c'est difficile pour un investisseur de se dire voilà, je vais acheter du pétrole et on va s'apercevoir dans un an, on va regarder est-ce que le ESG, en tous les cas, pour ce qui est de la transition énergétique, ça fait mieux que ça va pas être le cas, mais ça veut pas dire que c'est pas la bonne, c'est pas la bonne stratégie, c'est sûrement la bonne stratégie. La seule chose qu'on n'a pas le bon logiciel pour aller là où on veut aller. On n'a pas le bon, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas on sait pas piloter de l'énergie renouvelable. On ne sait pas piloter le soleil, on ne sait pas piloter le vent. Et donc, en revanche, ouvrir le robinet de gaz ou le robinet de pétrole, on sait le faire. Donc là, pour moi, il y a un élément de dynamique qui a changé avec cette guerre, appelons ça comme ça, parce que c'est le cas. Et ça peut changer pour longtemps, ça peut changer pour pas longtemps, on verra bien. Mais en tous les cas, ce choc, et le marché doit l'appréhender
Et moi, j'étais surpris ce matin, regardant, quand on regardait les mouvements. Ce matin, ça a commencé mal, mais assez vite, ça a corrigé. Assez vite, c'est revenu. Peut-être il y a des gens qui ont dit, voilà, c'est pas grave, on y va. Je pense que ce choc est plus profond et de fait, en journée, maintenant, ça s'améliore un petit peu. Donc, ça a vraiment changé la donne de la c'est majeur. Non, mais c'est majeur. De la base sur laquelle on réfléchissait jusqu'à maintenant. Peut-être on va revenir en une semaine, là on était il y a une semaine. Oui, mais peut-être pas. Mais peut-être pas. Oui. Et donc, c'est plus difficile, c'est simplement plus difficile. C'est plus difficile. Vous vouliez réagir, Valérie et puis Gilles? Non? Les banques centrales, quand elles doivent remonter les taux et qu'elles ont été un petit peu hésitantes, moi j'ai en tête quand même de nombreux épisodes où elles ont dit, où elles gardent un discours hawkish, où elles continuent à dire on va les monter, mais on attend que ça se normalise du côté géopolitique parce que c'est pas la peine de rajouter de l'huile sur le feu. Donc pour le mois de mars, je pense qu'on va repousser tout ce qui était prévu. Bon, peut-être aux États-Unis, ils vont quand même cesser les rachats d'actifs, mais je pense que c'est un petit peu le pire de ce qu'on puisse envisager. On ne peut plus imaginer quelque chose d'agressif. Le ton sur ce qui va se passer immédiatement et sur le calendrier, ils vont dire que le calendrier est mis en suspens. Suspendu. Oui, bien sûr. Est suspendu. Bien sûr. Parce que c'est ce qu'il y a de raisonnable. Enfin, en plus, en Europe, on a une balance entre ceux qui sont pour la normalisation et ceux qui sont pour laisser courir encore avec beaucoup de souplesse, qui n'est pas très, très dissymétrique. Bon, ça va vite revenir, de toute façon. 10 mars, déjà demain, prise de parole de Christine Lagarde. Il y a des prises de parole de banquiers centraux américains qui sont attendues également. Et puis les réunions, 10 mars pour la BCE, 15 et 16 mars pour la Réserve fédérale américaine. Si vous avez des commentaires à ajouter sur ce point, Banque centrale, Gilles, je vous en prie. Je voulais qu'on puisse dire peut-être un mot aussi de la logique de sanctions. Alors sur le plan économique, jusqu'à présent, ça a été un échec. Enfin, en tout cas, les objectifs politiques qu'on cherchait à atteindre n'ont pas été atteints. Cette journée en est la preuve. Est-ce que quelque chose de beaucoup plus sévère peut être un levier économique pertinent sur une économie comme la Russie, sur un pouvoir comme celui que représente Vladimir Poutine aujourd'hui ? Formellement, oui, les pouvoirs occidentaux se doivent de réagir. Parce que tout ce qui est atteinte aux frontières, si ça se généralisait et si c'était trop facile de redessiner un coin de frontière au gré d'eux d'une minorité localement majoritaire, ethnique, religieuse, etc., il y aurait beaucoup de situations dangereuses à gérer dans le monde. Donc il est normal et légitime que les puissances occidentales qui ont fait la règle internationale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, réagissent. Qu'elles réagissent de façon croissante, c'est un petit peu normal, parce qu'elles ont dit de toute façon qu'elles n'interviendraient pas militairement. Donc, d'une certaine façon, signalant clairement qu'il était possible d'envisager quelque chose pour les Russes. Et signalant également quand même au pouvoir ukrainien qu'en réalité, il est tout seul. Et on peut regretter quand même une forme de naïveté du pouvoir ukrainien qui n'a pas fait la politique de sa géographie. Un principe de réel politique, c'est faire c'est quand on est à la frontière d'un géant, on traite avec ce géant, et même si ses objectifs à moyen terme sont d'échapper à son orbite, de quadrupler son PNB par habitant, les pauvres Ukrainiens ils sont à 10 000 euros, donc l'Europe à 40 000 de moyenne par habitant, c'est évidemment très attractif. S'il n'y arrive pas structurellement, la population continuera d'émigrer. Il y a une baisse de la population forte en Ukraine comme dans beaucoup de pays de l'Est. Ce qui rend tout ça quand même très, très compliqué à gérer. Mais donc, les pays occidentaux, oui, ne peuvent pas échapper à une forme d'escalade des sanctions. Mais en même temps, ils ne peuvent pas échapper non plus à une forme de réelle politique. Mais oui, on voit tout de suite les réticences et les limites. C'est-à-dire que, alors, ce qui était présenté comme l'arme financière nucléaire, pardonnez-moi l'analogie, SWIFT, exclure la Russie de SWIFT, visiblement, pour les Européens, ce serait un coût à payer
financier que pour l'instant, on n'est peut-être pas prêt à prendre. Ça veut dire s'asseoir sur les créances russes à coût de dizaines de milliards de dollars. Voilà, cet argent-là, on ne le reverrait pas. Et comme toujours... Pour quel bénéfice diplomatique ? Bénéfice diplomatique. Et comme toujours dans ces cas de figure, quand on est très nombreux à devoir prendre une décision a priori consensuelle, c'est très compliqué d'arriver à une posture franche, nette, et c'est le cas aujourd'hui. Mais la question, en fait, il faut se poser, qu'est-ce qu'on cherche ? S'il s'agit de retrouver l'intégrité du territoire ukrainien, à part une intervention armée, ça ne va pas se faire. Donc, si on ne fait rien du point de vue militaire, l'Ukraine va rentrer dans le giron de la Russie. C'est aussi simple que ça. L'histoire nous dit une chose triviale, les sanctions, ça ne marche pas. Et quel que soit, prenez n'importe quel pays, au contraire, ça tend à consolider le pouvoir en place et ça ne change rien. Mais c'est bien de le faire. D'ailleurs, moralement, c'est bien, on se sent mieux, mais ça ne change rien. Et malheureusement, l'équation, elle est terrible pour l'Europe en particulier. On voit bien que vraiment, c'est là où ça ferait mal, c'est limiter la capacité de se procurer des devises pour acheter toutes les choses qu'ils n'ont pas, les Russes. Et or, c'est comment ils se procurent ces devises en exportant des choses dont tout le monde en a besoin, c'est-à-dire des matières premières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus essentiel que des matières premières. Et pas de bol, toutes ces matières premières, aujourd'hui, sont devenues rares et sont impossibles. Donc, on va faire des sanctions. La sanction de long terme, c'est celle, on arrête, comme on disait, Nord Stream 2, et on remplace ces ressources énergétiques pour l'Europe avec d'autres qu'il faudra produire. Donc là, on passe au problème ESG. Il va falloir faire des trous quelque part pour trouver plus de gaz, plus de pétrole pour remplacer le... Bon, bref, on rentre dans une dynamique. Mais les sanctions, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Et je pense que, outre ce que disait Grégoire, courage, ça répond à la question. Mais ça n'arrivera pas, ça ne marche pas. Et donc, la seule façon, si on veut préserver l'intégrité de l'Ukraine, c'est intervenir militairement. Mais quand on regardait la chronique de ce qui s'est passé, soit on l'avait préparé avant, parce que les militaires, ils préparent tout avant, on ne peut pas aller comme ça. Et donc, on ne l'a pas préparé avant, on le voit bien. Et donc, on a décidé de ne pas y aller. Et peut-être que ça va changer dans les jours qui... Donc déjà, on se dit qu'on a perdu peut-être cette bataille en Ukraine et que malheureusement, de façon très cynique, les choses peuvent se stabiliser parce que Poutine prendra son drapeau, ça sera le drapeau ukrainien, mais avec une grosse dose de Russie. Et ça s'arrêtera là. Donc, c'est possible. Mais on sera dans une situation géopolitique extrêmement fragile. Donc, moi, je pense qu'on va faire des sanctions, on va faire peur à plein de gens, et il y aura des conséquences pour l'économie russe. Il faut rappeler, l'économie russe ne pèse pas beaucoup dans le monde. À part la dépendance qu'on a à ces matières premières, c'est quoi ? C'est entre l'Espagne et l'Italie, le PIB russe. Oui. Donc... Oui, mais vous l'avez dit vous-même, voilà, il y a cette exportation de matières premières, il y a quand même une dimension de l'armée qui n'est pas du tout là. Oui, qui n'est pas cette dimension que de l'Italie. Donc c'est pas juste une question de PIB. Non, bien sûr. Et aujourd'hui, ils ont la puissance militaire pour être là où ils veulent, si l'Occident fait rien, et l'Occident fait rien. Et donc, ceux qui peuvent réfléchir à quel est le monde de demain, c'est quand même compliqué. Ouais. Et on n'a pas du tout parlé ici de la Chine. Que va faire la Chine ? La Chine, pour l'instant, ne désavoue pas Moscou. La déclaration commune Russo-Chine avant les Jeux Olympiques, où ils étaient d'accord surtout pour repenser le monde tel qu'ils le voient. Et il y a une phrase que j'ai retenue, j'ai mis un papier aujourd'hui, où ils disent nous, on est contre tous ceux qui viennent s'ingérer dans nos affaires ou qui viennent déstabiliser les territoires qui nous sont contigus. Donc, a priori, ils sont d'accord là-dessus. Donc, on voudrait que les Chinois, comme les Turcs, Erdogan, qui est un allié de Poutine, a dit non, c'est pas bien de faire ça. Les Chinois, pour l'instant, personne ne les a entendus. Et ça montre bien que ça donne un équilibre un peu effrayant du monde pour demain. Les marchés doivent l'intégrer. Ils mènent des primes ici et là. Mais bon, au total, assez vite, on essaie de l'oublier. Donc, peut-être... C'est pas un risque qu'on veut intégrer à sa juste mesure. Le cynisme l'emporte souvent, Grégoire, malheureusement. Oui. Et donc, peut-être, le flux de pétrole et de gaz russe vont continuer et pour un temps, et il y aura des choses qu'on va un peu changer, mais c'est terrible pour ce peuple, mais c'est comme ça.
pour revenir et conclure sur la situation de marché, Valérie, je reprends votre idée d'un marché qui était devenu ou redevenu très complaisant avant l'éclatement de ce conflit. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de douleurs possibles, il y a encore beaucoup de baisses possibles dans ce marché-là. Si on joue le prochain mouvement de 10%, il est plutôt probablement à la baisse, il peut être malgré tout à la hausse. En fait, c'est vraiment un truc, ça, c'est de la pure tactique, parce que... pour vous, c'était déjà baissier. Oui, et que on a un marché américain qui a beaucoup monté depuis en fait 2009, avec Covid qui a fait une petite crise, mais quand on regarde l'historique depuis 2009, Covid, ça se distingue à peine. Donc il y a un moment où il faut se dire que ce marché, il va s'arrêter de monter. Enfin, je suis désolée, moi, ça fait combien d'années que je suis sur le marché financier. Oui, vous l'avez déjà dit depuis un moment. Et pour moi, c'est ça. Donc moi, je n'exclus pas qu'on ait un truc qui soit... Mais alors, le plus dur de tout... c'est qu'il ne se passe rien pendant 1 an et demi sur les marchés américains. C'est-à-dire que sur le Nasdaq, on a dû faire moins 20 à l'ouverture aujourd'hui. Le S&P un peu moins bien que moins 10. Peut-être on perd encore un petit peu. Puis après, on se balade, on reprend 7, 8%. Puis on rebaisse un peu, puis on remonte. Et puis, enfin, sincèrement, moi, je pense qu'il y a tellement de choses qui sont en train de changer. On a une économie qui est quand même puissante à la base en ce moment, qui est en train de se redévelopper avec quand même de l'argent qui reste pas cher, même si on monte les taux, parce qu'on a quand même une inflation nettement supérieure au taux d'intérêt, donc ça fait de l'argent pas cher. Et ça, c'est une force de soutien qui est importante. Et à côté de ça, on a plein d'embûches. Et sur les marchés financiers, on a peut-être des gens qui sont un petit peu trop positionnés à l'achat et qu'il va falloir faire patienter, etc. Mais je crains qu'il faille attendre le pire, à savoir non pas un crash où c'est facile à gérer un crash, sincèrement. Oui, non, mais j'aime bien la distance que vous prenez. Effectivement, je comprends votre idée. Le plus dur, c'est la consolidation. Moi, je me souviens de 99, avant, 98-99, c'était une période terrible, super dure. 2014-2015, ça a été super dur. Bon, tout est dans la rotation sectorielle, il n'y a rien qui annonce le retournement parce que c'est que du court terme, donc ça se fait piouf comme ça. Non, c'est vraiment compliqué tout ce genre de trucs. Il faut faire exactement tout le contraire de ce qu'on croit. Donc, mais on ne sait pas exactement à quel moment il faut se mettre à faire le contraire. Parce que si on fait le contraire trop tôt, on se fait avoir. Style, on achète la baisse, on l'achète avant-hier au lieu d'attendre peut-être ce matin tôt ou demain ou dans une semaine. Mais voilà, on n'a jamais aucune certitude. Voilà. Donc, moi, j'ai peur que ce soit ça, parce que sur les marchés américains, le plus fréquent, c'est quand même ce type de scénario. Qui mettrait les nerfs des investisseurs à rude épreuve. Merci à vous trois. Ouais. Merci d'avoir été avec nous en cette journée particulière, 24 février 2002, et cette offensive militaire d'ampleur sans précédent de la Russie sur l'Ukraine. Valérie Gastaldi était avec nous, stratégiste de Day by Day, Sébastien Paris-Horwitz, directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management, et Gilles Bazissire, président d'Equity GPS. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse reste le quart d'heure thématique, et une fois par mois, c'est un quart d'heure thématique consacré à la finance solidaire avec Frédéric Vuillot qui est à mes côtés en plateau. Frédéric, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là et de nous apporter des nouvelles donc sur le front de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes le fondateur de Mediatico, le média de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Alors on parle d'Europe avec vous, Frédéric, non pas le sujet militaire ni le sujet du conflit russo-ukrainien. Ce qui vous amène, c'est la Commission européenne qui a décidé de développer l'économie sociale en Europe. Oui, et vous allez voir que il y a des petits points de correspondance que j'ai envie de souligner, c'est-à-dire que l'Europe, elle a du mal à avancer. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'économie sociale ? Eh bien parce que, alors l'économie sociale d'abord c'est quoi ? C'est tous ces projets économiques, entrepreneuriaux, privés, qui placent non pas la recherche du profit en priorité, mais plutôt l'impact social, l'utilité pour les autres, et puis les problèmes sociaux ou écologiques au premier rang de leur priorité. Alors en France, on appelle ça l'économie sociale et solidaire. Dans d'autres pays, on appelle ça l'économie collaborative, l'économie sociale, l'économie coopérative aussi. Bon, il n'y a pas vraiment de
définition commune en Europe, et pourtant, ça représente 2,8 millions de structures dans toute l'Europe, et ça représente 13 millions de personnes qui sont employées dans ces structures-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a un commissaire européen qui s'appelle Nicolas Schmit, qui est en charge du travail, de l'insertion, et lui, il a lancé un plan pour développer l'économie sociale en Europe. On l'a interviewé sur Mediatico, il revient sur ce plan-là, et puis ce plan, il vient d'être approuvé à Paris la semaine dernière par 23 ministres européens en charge de l'économie sociale, et ça méritait quand même d'être souligné. Mais bien sûr, parce que oui, Paris, c'est la France qui préside pour 6 mois le Conseil de l'Union européenne. Exactement. Présidence française de l'Union européenne, c'est pour ça que ça s'est passé à Paris, que ça s'est passé à Bercy, à l'initiative de la secrétaire d'État Olivia Grégoire, qui est en charge de l'économie sociale solidaire et responsable. Et c'est amusant, ce qui a été probablement un des trucs les plus difficiles à faire pour elle et pour son cabinet, en fait, c'est d'aller chercher dans chacun des gouvernements européens quel était leur correspondant en charge de l'économie sociale. Voilà, quels sont les ministères qui s'occupent de ça. Est-ce que c'est un ministère du Travail, un ministère de l'économie, un ministère de l'écologie, un ministère des Affaires sociales? Où est logée l'économie sociale et solidaire? Puisqu'il n'y a pas de définition commune, donc ça c'était assez compliqué. Et puis au final, à Paris la semaine dernière, on a eu quand même beaucoup de secrétaires d'État et de ministres délégués. On a eu 7 ministres en titre, donc ça c'est intéressant. Et puis il y a 5 pays qui n'étaient pas représentés. Alors c'est le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, la Grèce et Malte. Espérons qu'ils seront là la prochaine fois. En tous les cas, ce qu'on voit quand même, c'est cette difficulté dont je vous parlais en introduction, de parler à 27 autour d'une seule thématique, de construire cette Europe sociale que les acteurs de l'économie sociale et solidaire attendent depuis 30 ans, depuis le traité de Maastricht en 92, c'était il y a 30 ans. Et alors, je veux rien retirer à l'impulsion de Michel Barnier en 2012. Lui, il a lancé une impulsion autour de l'entrepreneuriat social en Europe. C'était intéressant, c'était une première marche. Mais en fait, cette année, avec Nicolas Schmit et son plan pour développer l'économie sociale en Europe, je pense qu'on est vraiment à l'année 1. C'est le tout début, mais il fallait bien démarrer. Bon, et que trouve-t-on alors justement dans ce plan qui vise à développer une Europe économique, sociale et solidaire, Frédéric? Moi je trouve que sa méthode, elle ressemble beaucoup à la méthode qu'a employée Benoît Hamon en 2014, quand en France il a mis en place la loi pour l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'en fait, il fait beaucoup de consultations. Il déploie pas mal de modestie en disant c'est les États qui vont décider, c'est pas moi, commissaire européen. Et l'objectif, c'est de définir un périmètre d'action de l'économie sociale, une définition, de faire reconnaître ce secteur-là au sein des différents gouvernements de l'Union européenne. Et puis, ensuite, on va avancer gentiment, pas trop lentement non plus, il faut avancer assez vite, il y a des enjeux, vers un label européen de l'économie sociale. Et il est possible, nous dit-il, que ce label soit inspiré de l'agrément ESUS français, entreprise solidaire d'utilité sociale. Vous savez, l'utilité sociale, en finance, on n'en parle peut-être pas beaucoup, on parle beaucoup plus de l'impact. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose, voilà. Et il y a un agrément pour les entreprises solidaires d'utilité sociale aujourd'hui en France. Alors, quand on en sera là, ce sera beaucoup plus simple pour les structures de l'économie sociale d'aller chercher des subventions, de postuler pour les marchés publics, d'avoir des dispositifs de défiscalisation incitatifs. Donc ça, c'est intéressant d'aller vers ce label. Et puis, dans le même temps, on sait que la Commission, Nicolas Schmit, il a envie de travailler sur des financements innovants. Alors, je pense en particulier au contrat impact social à la française. Ça portera peut-être un autre nom en Europe. Et puis, il va falloir à un moment harmoniser ce qu'on appelle la mesure de l'impact social au niveau de tous les États européens. C'est un truc complètement clé que regardent tous les financeurs, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, à partir du moment où ils financent les dispositifs d'impact social. Bon, l'économie sociale et solidaire qui est en train de prendre son envol européen, en tout cas de gagner une dimension européenne à travers ce plan défendu par le commissaire Nicolas Schmit. Pour finir, Frédéric, et je vous en remercie, chaque mois, vous venez nous apporter des idées d'investissement ou en tout cas des projets qui ont besoin de financement et d'investissement, des projets dans la sphère de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Je vous remercie d'ailleurs de faire ce travail. Qu'est-ce qui a attiré votre œil ce mois-ci, Frédéric? Alors oui, l'idée c'est toujours de donner du sens à son argent. C'est plus important que de l'investir
droite à gauche sans trop savoir. Là, on en parlait en sortant de votre plateau précédent. Il y a tellement d'incertitudes sur les marchés. Alors, essayons de donner du sens on parle à de son choses argent. réelles, tangibles et de besoins réels, oui. Alors, oui. vous savez que j'aime bien Bien l'ITA.co, sûr. la plateforme de financement participatif. On reçoit Eva Sadoun demain matin, sa cofondatrice chez Mediatico. Et alors, en ce moment, sur l'ITA.co, vous avez un projet porté par Cini et Oco. Cini et Oco, c'est une structure qui met en place des tiers-lieux culturels. Donc, par exemple, ils ont la Cité Fertile à Pantin, ils ont le Bar à Bulles, ils ont le Pavillon des Canaux. Donc, ils ont plusieurs tiers-lieux culturels comme ça. Et là, en ce moment, ils sont en train de lever 500 000 € en obligations. Donc, c'est à la fois de la culture, du lien social, de la transition écologique. C'est aussi de la formation, puisqu'ils ont un incubateur, en fait, pour former des gens qui veulent créer des nouveaux tiers-lieux. Et en plus de ça, ils vont devoir déménager parce que le tiers-lieu de la Cité Fertile à Pantin, il est éphémère, comme beaucoup de tiers-lieux. Ah bon ? Donc, ils doivent partir là, à la fin de cette année. Sur la Ils cherchent friche des locaux. SNCF, là ? Exactement. Bah oui, voilà, SNCF Immobilier, ils ont autre chose à faire avec ce projet-là. Quel dommage. Et du coup, si vous voulez les aider, 500 000 € en obligation, c'est sur l'ITA.co, ils ont besoin d'un coup de main. Et puis, il y a un deuxième projet dont j'ai envie de vous parler, c'est l'ONG Solidarité Internationale. En ce moment, il lève 3 millions d'euros en titre associatif, donc c'est pas du capital puisque c'est une association évidemment. Alors Solidarité Internationale, c'est une ONG humanitaire qui aide les gens notamment en cas de conflit, en cas d'épidémie, en cas de crise climatique. Donc on voit bien qu'on est très ancré sur l'actualité. Hein. Et pour cette levée de fonds, en fait, ils s'appuient sur des fonds d'investissement comme Mirova Solidaire, Ecofi Contrat Solidaire, Generali Investissement Impact et quelques autres. Et donc, en fait, moi, j'ai juste envie d'engager les investisseurs institutionnels à mettre un peu d'argent, à investir dans ces fonds solidaires. Qui ont des obligations, effectivement, de réserver, alors, je ne sais plus, je crois que c'est 10% peut-être de leurs investissements à ce type d'investissement. Oui, parce qu'il faut quand même crédibiliser sa stratégie d'investissement au regard des critères ESG, effectivement. Et donc, voilà, à partir du moment où on peut soutenir des associations, des ONG de grande envergure comme ça, il faut y aller. Merci beaucoup Frédéric. Merci d'être avec nous Grégoire une fois par mois pour nous alerter, nous avertir sur les sujets, les développements de l'économie sociale et solidaire et de l'économie à impact. Frédéric Villot, fondateur de Mediatico, qui était avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.